Être condamné à la prison à vie est une peine sévère, même pour un adulte. Mais pour un adolescent, vous pouvez penser que c'est inhumain. Cependant, ces adolescents sont pires que le diable, et leur absence de remords, cela fait encore plus froid dans le dos. Que ces adolescents soient simplement psychopathes ou possédés par des démons, ils vous feront réfléchir à 2 fois avant de verser une larme pour eux. T.J. Lane. L'histoire de T.J. Lane commence dans la ville apparemment idyllique de Chardon, dans l'Ohio, mais ses débuts sont loin d'être paisibles. Son père, Thomas Lane Jr., est souvent allé en prison, principalement pour des actes de violence à l'encontre de femmes, dont la mère de T.J. Lane. Cette dynamique familiale instable a conduit le jeune T.J. à une éducation chaotique. Ses parents étant aux prises avec leurs propres problèmes, T.J. a finalement été envoyé chez ses grands-parents. Malgré le changement de tutelle, les cicatrices de sa petite enfance sont restées. Les élèves du lycée de Chardon décrivent T.J. comme un individu réservé et tranquille. Il parlait rarement de sa vie familiale tumultueuse et n'avait pas beaucoup d'amis proches. Il ne faisait partie d'aucun club ni d'aucune clique, ce qui l'isolait encore plus de ses camarades. Cependant, certains camarades de classe se souviennent d'une autre facette de T.J. Haley Kovacic qui allait à l'école avec lui, l'a décrit comme un adolescent apparemment normal, avec un regard triste. Teresa Hunt, dont la nièce prenait le bus avec T.J., se souvient de lui comme d'un enfant gentil qui s'intéressait à sa nièce quand d'autres ne le faisaient pas. Malgré ses signes de gentillesse, T.J. a été considéré comme un élève réticent, ce qui l'a conduit à être transféré à l'école alternative Lake Academy à Willoughby, dans l'Ohio. 2 mois avant les événements tragiques survenus au lycée de Chardon, T.J. a publié un message inquiétant sur Facebook. On pouvait y lire « Je suis la mort, et tu as toujours été la tourbe. Maintenant, sentez la mort, pas seulement se moquer de vous, pas seulement en vous traquant, mais en vous. Remue-toi et tortille-toi. Sentez-vous plus petit sous ma puissance. Saisissez la pestilence, qu'est ma faux. Mourrez, vous tous. » Ce message inquiétant laissait entrevoir les ténèbres qui couvaient en lui, mais personne n'aurait pu prédire l'horreur qui allait bientôt se dérouler. Le cauchemar de l'école secondaire de Chardon a commencé le matin du 27 février 22. Vers 7h30, T.J. Lane est entré dans la cafétéria de l'école, où de nombreux élèves se réunissaient avant leur cours du matin. Vêtu d'un sweatshirt portant le mot « Killer », il a sorti une arme de poing de calibre 22 et a ouvert le feu. La scène a rapidement sombré dans le chaos. Les élèves ont crié et se sont précipités pour se mettre à l'abri tandis que Lane s'en prenait méthodiquement à ses camarades de classe. Lorsque la fusillade s'est arrêtée, 6 élèves avaient été touchés. 3 d'entre eux, Russell King Jr., Demetrius Hewlin et Danny Parmertor, ne survivront pas à leurs blessures. 2 autres ont été gravement blessés, ainsi qu'une étudiante. Alors que Lane s'enfuyait de la cafétéria, un enseignant nommé Joseph Rizzi et un entraîneur nommé Frank Hall l'ont courageusement abordé, mettant fin au carnage. Les conséquences immédiates ont été une scène de déchirement et de confusion. Les secours se sont précipités vers l'école et la communauté de Chardon est restée sous le choc et en deuil. Des fleurs et des monuments commémoratifs sont rapidement apparus à l'extérieur de l'école, en hommage aux vies perdues et à la bravoure de ceux qui sont intervenus. Au fil de l'enquête, il est apparu clairement que T.J. Lane avait agi seul. Le message inquiétant qu'il avait posté sur Facebook 2 mois plus tôt a pris une nouvelle importance, et des questions sur ses motivations ont commencé à faire surface. Certains ont émis l'hypothèse qu'il visait un rival romantique. Mais T.J. Lane n'a jamais fourni d'explication claire à ses actes. Le procès de T.J. Lane a été rapide, mais c'est son comportement dans la salle d'audience qui a retenu l'attention nationale. Dès le début, Lane n'a montré aucun remords pour ses actes. Lors de l'audience de détermination de la peine, il portait une chemise blanche sur laquelle était inscrit le mot « tueur », à l'image du sweatshirt qu'il portait lors de la fusillade. Son attitude était à la fois provocante et effrayante. Il s'est adressé aux familles des victimes en utilisant des images blasphématoires. La salle d'audience a été stupéfaite par son manque de respect flagrant et son absence de remords. Malgré les spéculations selon lesquelles le mobile de Lane était lié à une rivalité amoureuse, il n'a jamais clarifié ses raisons devant le tribunal. Le juge l'a condamné à 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une pour chaque élève tué. Bien que cela ait été incroyablement choquant, le prochain adolescent est sur le point de comprendre que la patience peut résoudre beaucoup de choses. Shelby Isaac. En janvier 26-7, Memphis est secoué par un crime choquant et brutal. Shelby Isaac, une jeune femme de 19 ans, devient la figure centrale d'une affaire qui laissera la communauté incrédule. Les victimes étaient E.G. Tate, sa petite amie Edwina Thomas et leur enfant à naître. Quel est le mobile de cet acte horrible? Une dispute à propos d'un tissage de cheveux. Shelby Isaac avait acheté un tissage de cheveux à Tate et Thomas, mais les choses ont pris une tournure sombre lorsqu'elle a demandé un remboursement.
Les enquêteurs ont révélé que Shelby Isaac avait organisé un rendez-vous avec le couple sous prétexte de résoudre le problème. Cependant, au lieu d'une discussion paisible, Isaac est arrivé armé d'un pistolet. La réunion a rapidement dégénéré en une confrontation mortelle. Les procureurs ont fait valoir qu'Isaac avait planifié l'attaque, sachant exactement ce qu'elle avait l'intention de faire. Elle a sorti l'arme, tendu le bras et ouvert le feu sur le couple, mettant fin à leur vie et à celle de leur enfant à naître. La scène de crime a été horrible et la communauté a été laissée en état de choc. Des empreintes digitales ont permis de relier Isaac à la scène du crime, et des témoins ont déclaré l'avoir vu avec du sang sur ses vêtements et une importante somme d'argent peu de temps après les meurtres. Le procès de Shelby Isaac s'est ouvert le 27 novembre, attirant l'attention des médias et faisant salle comble. Les procureurs étaient déterminés à prouver la culpabilité de Shelby Isaac en présentant un dossier convaincant fondé sur des preuves solides et des témoignages. Le procureur Gavin Smith a pris la parole, exhortant les jurés à faire respecter la justice. Elle leur a ôté la vie. Vous avez un travail à faire, faites-le, trouvez-la coupable, a-t-il déclaré avec passion. L'accusation a exposé la séquence des événements, soulignant que Mme Isaac avait prémédité l'attaque. Elle a présenté des empreintes digitales qui placent Isaac sur la scène du crime, ne laissant aucun doute sur sa présence lors des meurtres. Des témoins ont témoigné à la barre, relatant des détails qui font froid dans le dos. Ils ont déclaré qu'Isaac avait du sang sur ses vêtements et une importante somme d'argent peu après les meurtres. Le procureur Smith a souligné ces points en déclarant « Nous savons qu'elle a pris le temps de sortir cette arme. Elle a pris le temps de tendre le bras et de le pointer vers ces personnes. » L'équipe de défense, dirigée par l'avocate Lauren Funch, s'est défendue en faisant valoir que les déclarations des témoins étaient incohérentes et peu fiables. Ils ont affirmé qu'il n'existait aucune preuve solide reliant directement Mme Isaac à la fusillade. Lorsque vous suivez les preuves crédibles et impartiales dans cette affaire, elles ne vous conduisent pas à Shelby Isaac, a déclaré M. Funch. Malgré les efforts de la défense, les preuves de l'accusation étaient accablantes. Le jury a écouté attentivement les deux parties présenter leurs arguments, en évaluant la crédibilité des preuves et des témoignages. Le point culminant du procès a été atteint lorsque le jury a rendu son verdict en novembre. La tension dans la salle d'audience est palpable lorsque le jury rend son verdict. Shelby Isaac, la jeune femme de 19 ans au centre de cette affaire tragique, se tient devant le juge James Lamy. Lorsque le juge commence à lire le verdict, le comportement de Shelby Isaac change radicalement. Elle baisse la tête, visiblement accablée par l'événement. Le juge Lamy annonce qu'Isaac est reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré pour la mort de G. Tate, d'Edwina Thomas et de leur enfant à naître. Alors que le juge continue de lire les verdicts sur les autres chefs d'accusation, Isaac s'effondre sur le sol. Pendant au moins 5 minutes, les adjoints se sont efforcés de la ranimer, tandis que sa famille poussait des cris d'angoisse. L'intensité émotionnelle dans la salle d'audience était écrasante, certains jurés ayant même fondu en larmes. Ce nouvel adolescent, qui pensait s'amuser à ôter des vies, va devoir faire face à toutes les conséquences de son acte. Chandel Jackson. La salle d'audience est tendue alors que Rebecca Dallett, juge du circuit du comté de Milwaukee, s'apprête à prononcer la peine de prison à vie. Chandel Jackson, le jeune homme de 19 ans reconnu coupable du meurtre de Nathan Potter, étudiant à l'université du Wisconsin-Milwaukee, se tenait devant elle. Jackson était un criminel condamné qui avait abattu quelqu'un quelques heures avant de tuer Nathan Potter pour la même raison. Il s'agissait d'un vol, mais il a déclaré au juge qu'il pensait s'amuser. L'air est chargé d'impatience. Les familles de la victime et du condamné sont assises de part et d'autre. Leurs émotions sont brutes et palpables. Au cours du procès, Jackson n'a montré aucun signe de regret ou de tristesse pour ses crimes. Il a proféré des obscénités à l'encontre du tribunal et a même souri à la famille de la victime alors qu'il était escorté hors de la salle d'audience. Le 12 avril 2010, Chandel Jackson a été ramené dans la salle d'audience pour sa condamnation. Lorsque la mère de Chandel Jackson a eu l'occasion de s'exprimer, elle a déclaré qu'elle avait entendu parler du meurtre pour la première fois à la télévision. Lors de la condamnation, l'histoire s'est répétée. Jackson a tenté de se tourner vers la famille de Potter. Il a été retenu par des adjoints pendant que sa famille gémissait, maudissait et réprimandait la famille de Potter. Le juge a condamné Jackson à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et définitifs. Pendant un moment, il y a eu un silence étourdissant. Puis, Chandel Jackson a éclaté. Il a craché une série d'obscénités au juge Dallett, le visage déformé par la rage. La salle d'audience a sombré dans le chaos lorsque 3 adjoints et le détective James Hutchinson de la police de Milwaukee se sont précipités pour le maîtriser. Jackson s'est violemment défendu, sa fureur n'étant pas maîtrisée. Les adjoints l'ont plaqué au sol, s'efforçant de maîtriser ses membres qui s'agitaient. L'inspecteur Hutchinson, pris dans la mêlée,
a été touché aux yeux par le gaz poivré utilisé pour maîtriser Jackson. Alors que Shandell Jackson est maîtrisé, la charge émotionnelle de la famille de Nathan Potter devient douloureusement évidente. John et Denise Potter s'accrochent l'un à l'autre, des larmes coulant sur leur visage. Le chagrin et l'angoisse étaient presque trop lourds à porter. Leur fils, un jeune étudiant en cinéma prometteur, leur avait été enlevé dans un acte de violence insensé, et maintenant il devait être témoin de l'accès de violence de son meurtrier. Si sa réaction a été intense, il n'a pas été le seul à perdre le contrôle. Les membres de la famille de Jackson, au fond de la salle d'audience, ont commencé à insulter la mère de Potter après le prononcé de la sentence, une autre femme criant « Dieu est le juge » alors que les Potter pleuraient ouvertement. Les railleries et les moqueries n'ont fait qu'accentuer le chagrin des Potter, transformant la salle d'audience en un véritable champ de bataille émotionnel. Ensuite, prenez place au tribunal du comté du Nouveau-Mexique pour découvrir l'affaire d'un garçon qui s'est réveillé un jour et a décidé de tuer toute sa famille. Nehemiah Griego. Le 19 janvier 23, un quartier tranquille de South Valley, au Nouveau-Mexique, a été bouleversé par une horrible tragédie. Nehemiah Griego, 15 ans, a commis un acte impensable qui a laissé sa famille et la communauté en état de choc. Nehemiah, armé d'un fusil semi-automatique de calibre 22 et d'un fusil semi-automatique de type AR-15, a assassiné ses parents, Greg et Sarah Griego, et ses 3 jeunes frères et sœurs, Zephania, 9 ans, Jaël, 5 ans, et Angelina, 2 ans. La famille Griego est bien connue dans sa communauté. Greg Griego, 51 ans, est un ancien pasteur de l'église Calvary et a servi comme aumônier pour le service des pompiers d'Albuquerque. Greg et sa femme, Sarah Griego, âgée de 40 ans, étaient tous deux actifs dans le ministère des prisons. Ils avaient 10 enfants, dont Nehemiah, le 5e. La nuit des meurtres, Nehemiah a d'abord tiré sur sa mère, Sarah, vers minuit. Lorsque son jeune frère Zephania s'est réveillé, Néhémie lui a raconté ce qu'il avait fait et l'a abattu à son tour. Il s'est ensuite rendu dans la chambre où ses 2 jeunes sœurs pleuraient et leur a tiré une balle dans la tête. Après avoir commis ces horribles meurtres, Nehemiah Griego a attendu que son père, Greg, rentre chez lui après avoir travaillé dans un refuge pour sans-abri. Lorsque Greg est arrivé vers 5 heures du matin, Nehemiah lui a tiré dessus à plusieurs reprises avec un fusil AR-15. Alors que toute sa famille est morte, Nehemiah se rend à son église, emportant les fusils dans la camionnette. À l'église, Néhémie raconte à sa petite amie de 12 ans que sa famille a été tuée dans un accident. Le pasteur, sentant que quelque chose ne va pas, interroge Néhémie sur son père. Néhémie a alors révélé que toute sa famille était morte. Alarmé, le pasteur et un inspecteur à la retraite de la congrégation décident de reconduire Néhémie chez lui. En chemin, l'inspecteur à la retraite a senti que quelque chose n'allait pas et a appelé le 911. La police est arrivée au domicile des Griego et a découvert la scène macabre. Nehemiah a été arrêté et placé en garde à vue. Au cours de son interrogatoire, Nehemiah a avoué les meurtres, déclarant qu'il avait eu des pensées suicidaires et homicides. Il a révélé qu'il s'était procuré les armes dans le placard de ses parents et que son père lui avait appris, ainsi qu'à sa mère, à s'en servir. Nehemiah a même admis avoir envoyé par courriel une photo de sa mère décédée à sa petite amie. Son plan initial était de partir en voiture, de tuer d'autres personnes et de mourir dans un échange de coups de feu avec la police. La procédure judiciaire relative à l'affaire Nehemiah Griego a été complexe et longue. Au départ, Nehemiah a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre et de 3 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. Compte tenu de son âge au moment des faits, la question de savoir s'il devait être jugé en tant que mineur ou en tant qu'adulte a fait l'objet d'un débat important. En octobre 25, Nehemiah a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré et de 3 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. Le tribunal a d'abord envisagé de le condamner en tant que mineur, compte tenu de son âge et des évaluations de sa santé mentale. En février 26, le juge John G. Romero du tribunal pour enfants du Nouveau-Mexique a décidé que Nehemiah était susceptible d'être traité et qu'il serait condamné en tant que mineur. Cette décision signifiait que Nehemiah, alors âgé de 18 ans, serait probablement libéré d'un centre de détention pour mineurs à l'âge de 21 ans. Le procureur du comté de Bernalillo, Carrie Brandenburg, a toutefois fait appel de cette décision. En août 29, la juge Alyssa Hart a infirmé la décision du tribunal de première instance, estimant que Nehemiah n'était pas susceptible d'être traité ou réhabilité dans les établissements disponibles. Elle l'a condamné comme un adulte, compte tenu de la gravité de ses crimes et des nombreuses victimes impliquées. Néhémie risquait une peine pouvant aller jusqu'à 120 ans de prison. En fin de compte, il a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité concomitante, plus 7 ans à purger consécutivement aux peines d'emprisonnement à perpétuité.
Il doit purger une peine de 30 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Lors du prononcé de sa peine, Nehemiah Griego s'est présenté devant le tribunal et a présenté des excuses émouvantes. Les larmes aux yeux, il a exprimé de profonds remords pour ses actes et la douleur inimaginable qu'il a causée aux membres de sa famille, qui ont survécu, et à la communauté. Il leur a dit qu'il avait guéri de l'incident et qu'il était prêt à aller de l'avant. Cette terrible affaire a divisé la famille Griego, sa tante et son oncle faisant pression pour que Nehemiah soit condamné à une peine pour mineur, tandis que ses sœurs et l'État se battaient pour qu'il reste en prison. Nehemiah apprécie toujours le soutien de son oncle et de sa tante, qui ont fait pression pour qu'il soit libéré de prison. Cependant, ce qu'il a dit ensuite a mis ses sœurs très en colère. La déclaration de Néhémie a fait pleurer sa sœur, qui est sortie en trombe de la salle d'audience. L'accusée suivante est désormais connue sous le nom de Hell on the Wheels, car elle a conduit son petit ami et son meilleur ami à la mort. Mackenzie Shirila. Le 31 juillet 22, une matinée apparemment ordinaire tourne au cauchemar. Mackenzie Shirila, 19 ans, était au volant, accompagnée de son petit ami, Dominic Russo, et de leur ami, Davion Flanagan. Le trio était sortis ensemble, profitant de leur jeunesse et de leur amitié. Mais à l'aube, la tragédie a frappé près des rues Progress et Alameda. Peu après 6 heures du matin, la voiture que conduisait Mackenzie a été violemment percutée. Le choc a été si violent que les 3 occupants ont dû être extraits de l'épave. Dominic, 20 ans, et Davion, 19 ans, ont été déclarés morts sur place. Mackenzie, le seul survivant, a été transporté par avion à Metro Health à Cleveland pour un traitement médical d'urgence. L'accident a plongé la communauté dans le choc et le deuil. Dominic et Davion étaient aimés de leur famille et de leurs amis et connus pour leur personnalité dynamique et leur avenir prometteur. La perte soudaine de ces jeunes vies a été un coup dévastateur pour tous ceux qui les connaissaient. Au fil de l'enquête, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un accident ordinaire. Les dossiers judiciaires ont par la suite révélé que Mackenzie avait délibérément provoqué l'accident, ce qui a conduit à des accusations de meurtre, d'agression criminelle et d'homicide aggravé sur un véhicule. Les événements qui ont conduit à cette matinée fatidique restent un mystère obsédant. Et beaucoup se demandent ce qui a pu pousser Mackenzie à prendre une décision aussi tragique. Le procès de Mackenzie Shirila a été intense et émouvant. Le 21 août 23, la salle d'audience était remplie de membres de la famille, d'amis et de membres de la communauté cherchant à obtenir justice pour Dominic Russo et Davion Flanagan. Mackenzie était accusée de plusieurs chefs d'accusation, dont 4 meurtres, 4 agressions criminelles, homicide aggravé sur véhicule, possession de drogue et possession d'outils criminels. Elle a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation par la cour des plaidoiries du comté de Cuyahoga. Lors de la condamnation, l'atmosphère était lourde de chagrin et de colère. Les familles de Dominic et de Davion ont fait des déclarations déchirantes, exprimant leur immense douleur et leur perte. Christina Russo, la mère de Dominic, s'est adressée à la cour en pleurant. Dom et Davion ont été privés de leur avenir, de leurs espoirs et de leurs rêves. Mackenzie n'a eu aucune pitié pour Dominic, ni pour Davion. Seul Dieu, en ce moment, peut avoir pitié de son âme. L'accusation a fait valoir que Mackenzie n'avait pas éprouvé de remords pour ses actes. Le procureur a présenté des preuves qui contredisent sa défense. Il a montré des vidéos TikTok d'elle assistant à des concerts, à des soirées universitaires et à des fêtes d'Halloween, quelques mois après l'accident. Ces vidéos suffisent à démontrer l'absence de remords de la jeune femme pour l'incident survenu ce jour-là. La mère de Mackenzie, Nathalie Shirila, a défendu sa fille, déclarant qu'elle avait encouragé Mackenzie à participer à ces événements pour trouver un moment de joie après avoir perdu tout son univers. Elle a plaidé pour la clémence, décrivant l'accident comme un accident tragique dont Mackenzie ne se souvenait pas. Mackenzie elle-même a pris la parole lors de la condamnation, sa voix se brisant sous l'effet de l'émotion. Avant que le juge Russo n'annonce son verdict, elle a dit quelques mots à Mackenzie. Pendant que le juge Russo faisait sa déclaration, Mackenzie a fondu en larmes. Madame Russo a déclaré que sa décision la plus difficile dans la détermination de la peine consistait à décider si les 2 peines de 15 ans devaient être purgées consécutivement ou concurremment. La juge Nancy a reconnu la douleur écrasante dans la salle et le désir d'infliger la peine la plus sévère. Cependant, elle a déclaré « Je comprends que la douleur dans cette salle veuille que j'impose la peine la plus sévère. Mais je ne pense pas que ce soit une peine appropriée parce que je crois que Mackenzie ne sera pas libérée dans 15 ans. » Le prononcé de la peine de Mackenzie Shirila a été un moment décisif dans la salle d'audience. La juge Nancy Margaret Russo a prononcé 2 peines de prison à vie pour les meurtres de Dominic Russo et Davion Flanagan, à purger simultanément. Cela signifie que Mackenzie devra purger un minimum de 15 ans de prison avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle.
Cette décision a été accueillie avec un mélange de soulagement et de déception par les familles des victimes, qui espéraient que les peines seraient consécutives, ce qui aurait pu permettre à Mackenzie de rester derrière les barreaux pendant 30 ans. Lorsque le juge a annoncé la sentence, Mackenzie s'est effondrée en larmes. Sa réaction émotionnelle contrastait fortement avec l'attitude sereine qu'elle avait maintenue pendant la majeure partie du procès. Alors que Shirila a mis fin à la vie de son petit ami, le couple suivant a fait équipe pour éliminer l'obstacle à leur amour par tous les moyens possibles. Sierra Alcett et Aaron Guerrero. La relation entre Sierra Alcett et Aaron Guerrero a commencé en juin 22. Sierra, 16 ans, et Aaron, 18 ans, étaient deux adolescents pris dans un tourbillon d'amour qui a rapidement échappé à tout contrôle. Leur relation intense était marquée par une tendance rebelle et un désir d'échapper à leur vie actuelle. La relation du couple était passionnée, mais aussi pleine de tensions et de secrets. Les deux groupes de parents étaient au courant des projets de fugue du couple. Daniel Alcett, le père de Sierra, était particulièrement inquiet de l'influence d'Aaron sur sa fille. En décembre 22, les parents se sont mis d'accord pour que Sierra et Aaron n'aient plus de contact l'un avec l'autre. Malgré cela, le couple a continué à se voir en secret, défiant les souhaits de leurs parents. Au fur et à mesure que leur relation progresse, Sierra et Aaron commencent à élaborer un plan sombre. Ils étaient déterminés à être ensemble, à tout prix, même si cela signifiait prendre des mesures drastiques. La nature rebelle et le désir de liberté du couple les ont conduits sur un chemin dangereux. Le 9 avril 21, la situation atteint son paroxysme. Les vidéos de surveillance ont filmé Sierra et Aaron quittant le quartier dans la Nissan Altima bleue de Daniel Alcett. Dans les jours précédant le meurtre, les adolescents ont été vus en train d'acheter des articles tels que de l'eau de Javel, de l'essence à briquet, des gants et des chiffons de nettoyage. Ces achats témoignent d'un plan prémédité pour commettre un crime odieux. La tension entre Sierra et son père monte depuis des mois. Daniel Alcett avait essayé d'intervenir et d'empêcher sa fille de faire une erreur qui changerait sa vie. La découverte du corps de Daniel Alcett, le 9 avril 2021, a provoqué une onde de choc dans le quartier tranquille de Las Vegas. Tout a commencé lorsque la mère de Guerrero a signalé qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils depuis 2 jours. Inquiète, la police de Las Vegas a demandé au propriétaire de Daniel Alcett de prendre de ses nouvelles. Ce que le propriétaire a découvert n'était rien de moins qu'horrible. Le corps brûlé de Daniel Alcett a été découvert dans le garage de sa maison. La scène macabre contrastait fortement avec le cadre paisible de la banlieue. Le propriétaire a immédiatement contacté les autorités et l'enquête sur la mort de Daniel a commencé. La police de Las Vegas est rapidement arrivée sur les lieux et a commencé à reconstituer les événements qui ont conduit au meurtre. L'enquête initiale a révélé que Daniel avait été brutalement attaqué avec diverses armes, dont une tronçonneuse, une scie à main, des ciseaux et des couteaux. En examinant les preuves, les enquêteurs ont découvert des images de surveillance montrant Sierra Alcett et Aaron Guerrero quittant le quartier à bord de la Nissan Altima bleue de Daniel. Ces images ont constitué un élément de preuve crucial qui a permis d'établir un lien entre les adolescents et le crime. Une enquête plus approfondie a révélé que dans les jours précédant le meurtre, Sierra et Aaron avaient fait plusieurs achats suspects. Les photos de surveillance et les reçus montrent que les adolescents ont acheté des articles tels que de l'eau de Javel, de l'essence à briquet, des gants et des chiffons de nettoyage. Ces achats suggèrent un plan prémédité pour dissimuler leur crime. La police a également découvert une vidéo YouTube effrayante de Sierra et Aaron discutant du meurtre quelques jours seulement après l'incident. Cette vidéo, ainsi que des SMS envoyés à Sierra pour lui demander où se trouve son père. Au fil de l'enquête, il est apparu clairement que Sierra et Aaron avaient méticuleusement planifié et exécuté le meurtre de Daniel Alcett. Après la découverte du corps de Daniel Alcett et l'enquête qui s'ensuit, la police retrouve le couple à Salt Lake City. Le 12 avril 21, 3 jours seulement après le meurtre, Sierra et Aaron ont été arrêtés. Les preuves contre les adolescents étaient accablantes. Les vidéos de surveillance, les reçus et l'effrayante vidéo YouTube indiquaient toute leur culpabilité. Face à ces preuves accablantes, Sierra et Aaron n'ont eu d'autre choix que de plaider coupables. Le 26 mai 22, ils se sont présentés devant le tribunal et ont admis leur rôle dans le meurtre brutal de Daniel Alcett. Les charges retenues contre eux étaient lourdes. Ils ont plaidé coupables de 9 chefs d'accusation, dont le meurtre, l'incendie criminel et le vol. La salle d'audience a été remplie d'un mélange d'émotions au fur et à mesure que les détails du crime étaient mis à nu. Les membres de la famille, les amis et les membres de la communauté ont assisté, horrifiés, au récit des faits macabres. La sentence a été fixée au 14 juillet et l'attente était palpable. La communauté voulait que justice soit rendue à Daniel Alcett et le tribunal était déterminé à la rendre. Le jour de la sentence, la salle d'audience était pleine à craquer. Le juge, après avoir pris en compte la gravité du crime et les preuves accablantes, a prononcé une peine sévère. Sierra Alcett et Aaron Guerrero
ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La décision du juge reflète la brutalité du crime et le besoin de justice. À la lecture de la sentence, un sentiment de soulagement s'est emparé des personnes présentes. La justice avait été rendue, mais les cicatrices laissées par le crime resteraient à jamais. Cliquez sur l'une des cartes à l'écran pour voir d'autres vidéos de ce type. De l'adolescent de 16 ans condamné à la prison à vie pour avoir battu un bébé à mort, à l'histoire glaçante d'un jeune de 17 ans qui a brûlé son demi-frère à mort, voici l'histoire d'adolescents dangereux dont les actes violents ont choqué les communautés et qui ont dû faire face aux conséquences ultimes devant les tribunaux. Commençons par Austin Myers. Austin est un ancien élève du lycée Northmont et l'un des plus jeunes individus du couloir de la mort de l'Ohio. Austin n'avait que 14 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué des troubles dépressifs et des troubles de l'humeur liés à l'abus de substances au Kettering Behavioral Medicine Center Youth Services, après qu'il se soit enfui de chez lui. Pendant cette période, les résultats scolaires de Myers se sont détériorés et son comportement s'est aggravé. Le crime commis par Myers et Mosley est extrêmement choquant. La victime, Justin Bach, était un jeune homme de 18 ans, diplômé du lycée de Waynesville, qui s'apprêtait à entrer dans la marine américaine. Myers et Bach ont été amis jusqu'à la 8e année, après quoi Myers a déménagé à Clayton et a fréquenté Northmont. Le plan consistait à voler le beau-père de Justin Bach, après avoir appris l'existence du coffre-fort familial, qui contenait 70 $ à l'époque. Malheureusement, c'est Bach qui a été la victime. Les deux garçons, ayant rencontré Bach à la maison, ont décidé de voir un film avec lui, et après cela, ils se sont lancés dans leur terrible plan. Les témoignages ont révélé que Myers avait planifié le crime, bien que Mosley ait finalement poignardé Bach à mort au cours d'une lutte dans la cuisine. En effet, un garrot destiné à étrangler Bach s'est accroché à son menton. Les deux garçons ont essayé de brouiller les pistes, mais ils n'ont pas tardé à se faire prendre. Au cours de l'enquête, ils ont commencé à avouer leur complot. Lors du procès, Myers a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation, puis a pris la barre des témoins pour s'excuser. Cependant, les excuses de Myers n'ont pas suffi à empêcher le jury de le condamner à mort. Myers, originaire de Clayton, a été condamné à mort le 16 octobre 2014 pour le meurtre de Bach lors d'un cambriolage. Son complice de Clayton, Timothy Mosley, a quant à lui été condamné à la perpétuité. Myers et Mosley avaient tous deux 19 ans à l'époque. La peine de mort pour les adolescents a été abolie, ce qui signifie que la peine la plus sévère qu'ils peuvent recevoir pour un meurtre est l'emprisonnement à vie. Cependant, les réactions des personnes suivantes que vous allez voir montrent clairement que si elles pouvaient remonter le temps, elles auraient choisi une autre voie. Antonio Barbeau et Nathan Paap. Il s'agit d'Antonio Barbeau, 14 ans, et de Nathan Paap, 15 ans, accusés d'avoir assassiné l'arrière-grand-mère d'Antonio, Barbara Olsen, âgée de 78 ans, à l'aide d'une hachette. Paap a affirmé que le vol et le meurtre étaient une idée de Barbeau et qu'il n'avait frappé Olsen que 2 fois avec un marteau. Paap pensait que Barbeau plaisantait sur le fait de tuer Olsen, a déclaré son avocat. Mais Barbeau a déclaré que son ami n'avait jamais pensé qu'il s'agissait d'une blague. Lorsque les adolescents ont réalisé qu'Olsen était morte après l'horrible attaque, ils ont tenté de traîner son corps jusqu'à la voiture, laissant une traînée de sang dans la maison. Après avoir échoué à charger Olsen dans le véhicule, ils l'ont jeté dans le garage. Les garçons auraient ensuite volé plusieurs objets, dont un sac à main, de la monnaie et des bijoux. Après l'agression, les caméras de surveillance ont filmé les deux garçons se rendant au magasin pour acheter des gants. Ils ont ensuite dépensé les 150 $ qu'ils avaient volés dans le sac d'Olsen pour acheter de la nourriture. Le juge, avant de rendre son jugement, a déclaré « En 24 ans de magistrature, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est loin d'être le cas. » Le tribunal a estimé que M. Barbeau avait subi une lésion cérébrale à la suite d'un accident de voiture survenu en 2009 et qu'il souffrait d'un trouble cognitif non spécifié qui a joué un rôle dans sa décision de commettre un crime. Barbeau a tenté de lire une déclaration d'excuse, mais il s'est mis à pleurer et l'a transmise à son avocat, qui a également dû lutter contre ses larmes tout en faisant de son mieux pour lire la déclaration. Paap, quant à lui, a plaidé non coupable, mais s'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie et un minimum de 20 ans. Jacob Morgan. Il s'agit de Jacob Matthew Morgan qui a été accusé d'avoir allumé un incendie qui a finalement tué son demi-frère dans leur maison. Jacob, qui serait atteint d'autisme, était au centre de cet incident tragique. Bien que les détails exacts du début de l'incendie ne soient pas clairs, Jacob a admis l'avoir déclenché. Selon la version de Jacob, il s'est réveillé et a vu son beau-père sortir avec sa mère pendant que le bébé dormait. Lorsqu'il s'est réveillé à nouveau, toute la maison était remplie de fumée. Alors qu'il atteignait la chambre principale où Joshua, le bébé, dormait, Jacob a déclaré que le feu s'intensifiait.
Mais les procureurs ont obtenu autre chose. Les procureurs ont affirmé que Jacob avait regardé de l'extérieur l'incendie qui ravageait leur maison, sans appeler à l'aide ni tenter de sauver son frère. Cependant, la mère de Jacob a défendu son fils aîné. Les parents de Morgan ont ajouté que les voisins l'ont retenu alors qu'il tentait de rentrer dans la maison pour sauver son frère, en lui disant de ne pas s'approcher du feu. Ils ont également soutenu que Morgan, qui avait des problèmes de développement et avait du mal à lire et à écrire, a avoué avoir déclenché l'incendie sous la contrainte, après un interrogatoire non enregistré de 5 heures. Les experts en incendie ont trouvé des preuves suggérant que 2 feux avaient été allumés, un dans le salon et un autre sur une couverture dans la chambre principale où Joshua dormait. Les procureurs ont affirmé que Morgan avait déclaré à la police qu'il était fasciné par le feu et qu'il en avait allumé un dans la maison 2 semaines auparavant. Il n'est pas certain que Jacob était dans un bon état d'esprit lorsqu'il a déclenché l'incendie. Il a plaidé Alford pour l'accusation d'incendie criminel, acceptant la punition sans admettre sa responsabilité. Initialement accusé de meurtre, ce chef d'accusation a été abandonné dans le cadre de l'accord de plaidoyer, s'adressant à la cour lors de sa condamnation. Le tribunal a jugé l'incident après avoir entendu les 2 versions de l'histoire. Morgan a été condamné à 5 ans pour homicide involontaire et à 10 ans pour conduite illégale, à purger consécutivement, soit un total de 15 ans de prison. Il a également été condamné à une peine de 15 ans pour incendie criminel, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve de 5 ans. Pendant le prononcé de la sentence, Jacob n'a pas cessé de pleurer. Il marmonnait parfois des prières, et lorsqu'il a appris son sort, il a poussé un grand cri. Il était clair que Morgan n'était pas préparé à cette phase de la vie, et son langage corporel au tribunal le reflétait. Trey Alexander Relford. Il s'agit de Trey Alexander Relford, inculpé pour la mort d'un livreur de pizza. Et voici comment l'histoire s'est déroulée. En ce jour fatidique d'avril 2015, Salahuddin Jitmoud ne savait pas qu'il effectuerait ses dernières livraisons en tant que livreur de Pizza Hut. Ce jour-là, il a été poignardé à mort et volé dans un complexe d'appartements à Lexington, dans le Kentucky. Son corps sans vie a été jeté dans la coursive du complexe. À la suite de ce crime, 3 personnes ont été arrêtées, mais une seule, Relford, a été inculpée par un grand jury. Les autorités ont affirmé que Relford avait planifié le vol, bien qu'il ait nié avoir tué Jitmoud. À l'issue de son audience, Relford a été condamné à 31 ans de prison après avoir plaidé coupable de complicité de meurtre, de complicité de vol et de tentative de falsification de preuves dans le cadre de la mort de Jitmoud. Il s'agit d'un événement tragique. Cependant, ce n'est pas la condamnation qui est au centre de cette histoire, mais les scènes émotionnelles qui se sont déroulées dans la salle d'audience. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Le père de la victime, qui avait déjà l'esprit tranquille, était présent au tribunal pour affirmer aux gens qu'il avait tourné la page et que l'islam lui avait appris à ne pas s'accrocher aux blessures que les hommes lui avaient infligées. Il a dit qu'il lisait le Coran plus souvent pour trouver la paix. C'est le 51e verset du 9e chapitre qui lui a apporté le plus de réconfort. Relford, en larmes, s'est exprimé devant le tribunal. Abdul Munim Somba Jitmoud a serré dans ses bras l'accusé, Trey Alexander Relford, qui a pleuré pendant l'étreinte. Le père a déclaré avoir agi ainsi dans l'esprit de l'islam. Dans la salle d'audience, la mère de Relford a vu là une raison pour son fils de mener une vie utile malgré sa condamnation. Cet acte a également ému le juge aux larmes. Dylan Schumacher. Il s'appelle Dylan Schumacher et a été accusé du meurtre d'un bébé d'1 an. Monsieur Schumacher s'occupait du fils de sa petite amie, Austin Smith, dans la maison de Springville qu'il partageait avec ses parents. Monsieur Schumacher a admis qu'il était en colère contre Austin, qui n'avait que 4 jours avant son 2e anniversaire lorsqu'il est mort. Au cours de son procès, Schumacher a témoigné pour se défendre. Il a déclaré qu'il s'était énervé contre l'enfant et qu'il avait fini par le gifler, lui donner la fessée, le frapper sur le sol et lui donner plusieurs coups de poing à la tête. Les procureurs ont déclaré que ces actes avaient causé la mort de l'enfant. Au cours de son procès, Schumacher a montré à quel point il était rongé par le remords. Il a pleuré abondamment, affirmant que ces actes étaient une erreur. Schumacher savait manifestement que ce qu'il avait fait était odieux et grave. L'avocat de Schumacher a formellement plaidé devant le tribunal au nom de Schumacher. Schumacher a été condamné à une peine allant de 25 ans à la perpétuité. Le juge a déclaré, sur la base de preuves, que la manifestation de remords de Schumacher n'était qu'un acte. Le juge a estimé que Schumacher avait planifié sa manifestation émotionnelle au tribunal pour tenter d'obtenir une réduction de peine. Fernando Selgado. Il s'agit de Fernando Selgado, un jeune adolescent californien accusé d'agression sexuelle à l'encontre d'un enseignant et de 3 autres personnes. Parmi les victimes présumées se trouvait un garçon de 14 ans et un autre garçon, dont l'âge n'a pas été révélé.
L'une des victimes a été légèrement blessée, selon la police de Fontana. Au cours de l'audience préliminaire, lorsque le tribunal a ordonné que Fernando Salgado reste en prison jusqu'au 9 juillet et a fixé sa caution à 300 000 $, il a éclaté de colère. Auparavant, il avait calmement plaidé non coupable de 2 chefs d'accusation liés à des incidents distincts survenus au lycée A.B. Miller. Salgado a crié pendant qu'on l'emmenait. Il s'adressait à sa famille et à ses amis qui étaient venus dans la salle d'audience pour lui témoigner leur soutien. Les victimes ont déclaré que leur professeur de classe, Del La Rosa, était à l'origine de ces incidents et ne faisait parfois rien pour mettre fin aux agressions. En conséquence, Del La Rosa a été mise en congé par l'école jusqu'à la date du procès. Heureusement pour Salgado, lorsque son dossier a été réexaminé, de nouvelles preuves sont apparues et les accusations d'agression sexuelle ont été abandonnées par les procureurs. Sa peine a été réduite à 180 jours de prison et 3 ans de mise à l'épreuve. Cela s'est produit après que Salgado a décidé d'accepter un accord de plaidoyer, plaidant coupable de 2 délits et acceptant de témoigner contre son professeur, Del La Rosa. Ce dernier a été accusé de 5 délits, notamment d'agression sexuelle et d'orchestration d'une séquestration. Salgado risquait initialement une peine de 25 ans à perpétuité, mais un coup du sort a changé la donne pour lui. Keandrea Cook. Il s'agit de K.Y. Andrea Cook. 18 ans, Cook a été reconnu coupable d'avoir organisé un vol par le biais d'un site de rencontre, ce qui a conduit à l'assassinat par balle d'un autre adolescent. Cook était étudiante au lycée Mainland lorsque l'incident s'est produit en mars 2017. En utilisant l'application Meet Me, Cook et son petit ami et complice de l'époque, Kendrick Bass, attirèrent les victimes dans une zone pour les détourner en voiture et les voler. Le 22 mars 2017, Cook a organisé un rendez-vous à South Daytona avec Perry Nida, 27 ans, un homme de Palm Coast en probation pour des délits liés à la drogue. Le plan était que Nida vende à Cook 10 grammes de marijuana, puis qu'elle couche avec lui. Ayant des soupçons avant la rencontre, Nida a caché la drogue dans un buisson. Cook est monté dans le camion de Nida, mais est parti en disant qu'elle devait aller chercher de l'argent. Lorsqu'elle est revenue, un homme masqué, qui était en fait Bass, est monté sur le siège arrière et a pointé une arme sur Nida. Bass a ordonné à Nida de sortir du camion, mais Purcell l'a poussé dehors, ce qui a conduit Bass à tirer 2 fois, atteignant Purcell à l'estomac. Le lendemain, Cook a détourné une autre victime en utilisant une méthode similaire. Elle a été arrêtée le 27 avril 2017 pour les 2 incidents. Bass a été arrêté le 26 janvier 2018 pour son implication. Lors du procès, le juge Foxman a noté que si Mme Cook n'avait pas appuyé sur la gâchette, elle avait orchestré les événements. Le juge a prononcé une peine de 20 ans d'emprisonnement à perpétuité. La scène qui a suivi était chargée d'émotion. Mme Cook a même demandé à serrer sa mère dans ses bras avant d'être emmenée. Nicholas Lindsay. Nicholas Lindsay est un homme de Floride qui a été reconnu coupable du meurtre d'un policier du service de police de Sainte le 21 février 2011. L'agent David Crawford, âgé de 46 ans, est allé contrôler une personne suspecte près du Tropicana Field tard dans la nuit. Une personne avait appelé la police en disant qu'elle avait vu un homme tenir une brique dans son jardin et sauter par-dessus la clôture. Il pensait qu'il s'agissait d'un cambrioleur. Lorsque l'agent Crawford est arrivé, il a vu la personne et est sorti de sa voiture. À 22h37, un autre agent, Donald G. Ziegler, a entendu et signalé des coups de feu. Ziegler a trouvé l'agent Crawford gisant près de sa voiture, abattu de plusieurs balles après avoir pris son bloc-notes. Plus de 200 agents de différentes agences de la baie de Tampa se sont rendus dans la ville pour participer à l'énorme opération de recherche du suspect. La chasse à l'homme a pris fin dans la nuit du 22 février 2011. Après avoir reçu des informations de la part de personnes de la communauté, la police a fait une descente dans une maison et a arrêté Nicholas Lindsay, âgé de 16 ans. Au début, Lindsay a donné différentes versions des faits, mais il a fini par avouer des détails qui correspondaient aux preuves dont disposait déjà la police, selon le chef de la police de Saint-Pétersbourg, Chuck Harmon. Lorsque Lindsay a réalisé ce qui s'était passé, il a jeté son arme dans un ruisseau voisin et s'est enfui. La mère de Lindsay, Deneen Sweat, a déclaré aux médias qu'elle soupçonnait son fils d'être impliqué dans la fusillade après avoir entendu la description du suspect. Elle a ajouté que Deneen Sweat était avec son fils lorsqu'il a avoué à la police. La police a déclaré que Lindsay s'est effondrée et a pleuré. Lindsay a cependant avoué le crime aux enquêteurs. Dans ses aveux, Lindsay a déclaré avoir tiré 4 balles sur Crawford avec une arme qu'il avait achetée pour 140 $. Le chef de la police, Chuck Harmon, a déclaré qu'en parlant avec Lindsay, celui-ci semblait regretter ce qu'il avait fait. Lindsay était désolé et il était clair qu'il l'était. Au tribunal, le père de Lindsay a été autorisé à s'exprimer. Il a déclaré que toute sa famille et son fils adressaient leurs plus sincères condoléances à la famille et aux collègues avec lesquels la victime travaillait.
Le 7 mars 2011, Lindsay a été inculpé de meurtre au premier degré par un grand jury et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Philip Chisholm. Il s'agit de Philip Chisholm, un jeune homme qui a été condamné pour le viol, le vol et le meurtre d'une enseignante à Danvers, dans le Massachusetts, alors qu'il était adolescent. Le 22 octobre 2013, Philip Chisholm, élève de 3e au lycée de Danvers, dans le Massachusetts, a commis un acte terrible. À l'âge de 14 ans, il a attaqué et tué sa professeure de mathématiques, Colleen Ritzer, âgée de 24 ans. Madame Ritzer, joyeuse et gentille, était connue pour faire des pieds et des mains pour aider ses élèves en mathématiques. Ce jour-là, elle a demandé à Philip Chisholm de rester après les cours pour l'aider à se préparer à un examen. Elle ne se doutait pas que Chisholm préparait depuis des jours un terrible coup. Chisholm s'est visiblement énervé lorsque Madame Ritzer a mentionné son récent déménagement du Tennessee. Elle a rapidement changé de sujet, mais l'étudiant a remarqué que Chisholm a commencé à parler tout seul après cela. Le système de caméras de sécurité nouvellement installé au lycée de Danvers a montré Philip Chisholm, 14 ans, arrivant à l'école le 22 octobre 2013, portant plusieurs valises qu'il a placées dans son casier. Ses bagages contenaient un cutter, des gants, un masque et un ensemble de vêtements supplémentaires. Vers 14h54, la caméra de surveillance de l'école a de nouveau vu Ritzer quitter la salle de classe et se diriger vers les toilettes des femmes au 2e niveau. Philip Chisholm a suivi Ritzer dans les toilettes de l'école à la fin de la journée. Chisholm l'a tué après l'avoir volé et violé. Il a ensuite fait rouler son corps dans une poubelle jusqu'au bois, derrière l'école, en brandissant un cutter. Chisholm s'est ensuite rendu en ville et a utilisé la carte de crédit de Ritzer pour acheter un billet de cinéma. Tout au long de l'incident, Philip Chisholm a fait de multiples apparitions, ce qui, selon les enquêteurs, démontre qu'il avait organisé le meurtre à l'avance. Chisholm est sorti des toilettes à 15h07, se couvrant la tête d'une cagoule, et s'est dirigé vers le parking. 2 minutes plus tard, après s'être débarrassé du corps de l'enseignant, il revient avec un t-shirt blanc tout neuf. Philip Chisholm ne s'était pas lavé les mains lorsqu'il a été appréhendé par la police le lendemain matin, et le sang de Ritzer était encore sur ses mains. Lors d'un contrôle d'identité rigoureux, le permis de conduire et la carte de crédit de Ritzer ont été découverts sur Chisholm. Après que Chisholm a été conduit au poste de police voisin, son sac à dos a été examiné et c'est là qu'ont été découverts les sous-vêtements et le portefeuille de Ritzer, ainsi qu'un cutter couvert de sang séché. La mort de Ritzer a été horrible et les familles de la victime et la communauté ont exigé que justice soit faite, demandant que Chisholm soit emprisonné à vie. Dans l'une des déclarations faites par le frère de Colleen, il a expliqué à quel point ils aimaient tous Colleen et à quel point sa mort leur avait brisé le cœur. Lorsqu'il a mentionné Chisholm, il a clairement indiqué le type de peine qu'il pensait que Chisholm méritait. Chisholm a reconnu sa culpabilité car il y avait suffisamment de preuves contre lui. Le juge l'a alors condamné à une peine de prison d'au moins 40 ans. Il est resté debout dans la salle d'audience, sans manifester la moindre émotion. Quelle histoire d'adolescent avez-vous trouvé surprenante? Vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci? Alors cliquez sur les cartes qui apparaissent sur votre écran. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.